Go, you lovely bastards. Even though I don't love you. Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. But you want me anyway. Cock-a-doodle-doo. Go to the OG. You can't make a tomlet without breaking some Greggs. No offense. Hey. Fuck off. What am I gonna do with a soul anyways? I am the eldest son. Sandy's the angriest fucking vegetable. Call me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où l'on observe l'effondrement d'une famille et de la démocratie. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve celle qui aurait laissé l'Amérique décider, Anaïs Bordage. Aujourd'hui, on débriefe l'épisode 8 de Succession saison 4, America Decides, où l'Amérique ne décide au final pas grand-chose, mais où un facho est nommé président à cause d'une querelle familiale. Pas de bite dans le guacamole cette semaine, mais des manœuvres électorales dignes d'une ancienne république soviétique d'Asie centrale. Anaïs, est-ce que tu peux résumer cet épisode en 30 secondes ? C'est le soir de l'élection américaine à ATN. D'un côté, on a le candidat démocrate, Jiménez, qui est soutenu par Nate et par Shiv. Et de l'autre, on a Mencken, le candidat raciste et néofasciste, calqué sur Donald Trump, de toute évidence, mais encore plus sinistre, adoubé dans la saison 3 par Logan et soutenu avec véhémence par Roman. Tout le monde est sous pression dans cet épisode. Tom qui doit faire ses preuves alors qu'il s'apprête à sauter de la direction d'ATN. Ken qui se demande s'il est un mauvais père. Shiv qui annonce à Tom qu'elle est enceinte. Et surtout, la démocratie américaine qui est sur le point de s'effondrer. Mais honnêtement, la personne la plus stressée de cet épisode, c'était moi. La famille Roy se déchire, tandis que le pays est littéralement en feu. Bref, c'était un épisode de Succession, pas reposant du tout. Non, Voilà. vraiment pas. T'en as pensé quoi de l'épisode ? J'ai pensé, waouh, Bob, waouh. Vraiment, j'étais sur les fesses. C'est un épisode cauchemardesque. 8 ans après l'élection de Trump, le trigger est encore très présent. Enfin, personnellement, moi, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs et ça m'a extrêmement angoissée et perturbée. Mais j'ai aussi trouvé que c'était un épisode qui était très bien écrit, justement, parce qu'on a une montée en puissance de plus en plus insoutenable. Et j'avoue qu'au début de l'épisode, j'imaginais pas qu'il irait aussi loin dans l'horreur et la tension. Je pensais que le fait que Tom fasse pas du très bon boulot dans cet épisode serait le point de tension principal. Et en fait, non, pas vraiment. C'est pire que Trump, en fait, parce que Trump, ce qui était horrible, c'est que l'Amérique l'avait élu, même si, il y avait le collège électoral et toutes les règles, et en fait, au niveau de la population, il n'était pas élu, mais quand même, selon les règles, il était élu. Là, on assiste quand même à un néo-nazi qui est élu, qui est déclaré élu, en tout cas, juste parce qu'il y a un conflit et parce que Kendall et Roman veulent pousser leurs intérêts pour... C'est vraiment, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est le conflit depuis le début de la saison entre eux et Madsson qui crée cette situation où ils se retrouvent à annoncer comme vainqueur un mec qui n'a pas gagné, de toute évidence. Ouais, après, je dirais que c'est le mélange de plein de choses, parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a eu un incendie, que certains votes ne peuvent pas être comptés. Oui, bien sûr, il y a des circonstances, mais c'est-à-dire qu'ils se jettent sur ces circonstances, et s'il y avait eu une honnêteté de leur part, et surtout s'il n'y avait pas eu un intérêt, parce qu'on sent que Kendall, c'est ça qui le motive, plus la trahison de Shiv, on va en reparler, il n'aurait pas annoncé le Wisconsin comme gagné par Mencken. C'est fou, en fait, à quel point un drame intime a des conséquences nationales, et c'est ça qui est assez glaçant dans l'épisode. Après, c'est vrai qu'en le regardant, moi, ce qui m'a un petit peu manqué, c'est le côté l'humour qu'il y a souvent dans Succession. Il y a moins de punchline, je trouve. Mais j'étais très stressée et j'ai trouvé ça assez brillant, la façon dont c'est écrit et ce que ça dit aussi de la démocratie américaine et des médias américains en général, quoi. En fait, l'épisode s'inspire des 2 dernières élections américaines. Il y a le candidat d'extrême droite qui est élu alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment et qu'il n'était pas donné gagnant au début. Donc ça, c'était l'élection de Trump en 2016. Mais il y a aussi les circonstances de l'élection qui font qu'un gagnant veut se déclarer vainqueur avant même qu'il ait vraiment la possibilité légale de le faire. Et ça rappelle beaucoup plus l'élection de 2020 qui a duré très longtemps. Oui. Et où on était assez stressé même le lendemain de l'élection, parce qu'on se disait, en fait, il pourrait très bien juste là faire un discours pour dire j'ai gagné. Et le système électoral américain fait que, de toute façon, tous les votes ne sont pas comptés au moment où un vainqueur est déclaré. Et c'est ça qui donne des problèmes à de plus en plus d'élections américaines, en fait. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode et ils le décrivent très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment sur un coup de tête et sur l'influence de quelques personnes très puissantes
dans une chaîne de télé américaine que Mencken peut aller faire son discours et dire « je suis président », alors qu'en fait, si on voulait vraiment attendre de savoir s'il est président ou pas, il faudrait attendre des jours. Il y a le côté aussi vote à distance qui était au cœur justement du délai dans l'élection de 2020. C'était parce qu'il y avait eu beaucoup plus, en raison de la pandémie, beaucoup plus de votes envoyés, parce qu'on peut voter par correspondance aux États-Unis dans beaucoup d'États. Et là, c'est aussi au cœur du récit parce que c'est ces votes-là qui n'ont pas été comptabilisés parce qu'ils ont brûlé à l'endroit où ils étaient, quoi. On en parle dans l'épisode précédent, on se disait quel commentaire sur Trump fera l'épisode puisque c'était inévitable qu'il en fasse un. Et je trouve que la manière dont ils l'ont fait est pas mal parce que il fallait qu'ils aillent quand même vers Mencken comme président, vers l'option la plus sombre. Ça aurait été très surprenant s'ils n'avaient pas choisi cette option-là, mais en même temps, la manière dont ils l'ont fait pas non plus trop appuyé, je trouve. On ne sait pas s'il va finir président, parce que ça peut être très bien la situation Al Gore, Bush, dans les années 2000, où il a fallu y avoir, d'ailleurs c'est vers ça que ça se dirige, parce que Jiménez va pas accepter sa défaite, vu les circonstances, mais il risque d'y avoir des semaines, voire des mois de contestation autour de l'élection, quoi. C'est vrai que la plupart du temps, la série se concentre sur les engueulades et le pouvoir de nuisance des Roy les uns envers les autres, même si on parle aussi beaucoup de l'entreprise en elle-même. Mais là, on s'intéresse surtout au pouvoir de nuisance de la famille sur un pays tout entier. Et c'est vrai qu'on a rarement eu autant conscience de leur pouvoir tout court dans la politique américaine et sur même le bien-être des gens au quotidien. T'as pensé quoi de ce parti pris dans l'épisode de montrer ça ? Je trouve que c'est ça qui rend l'épisode si terrifiant. Parce qu'en fait, tant qu'on est au sein d'une famille qui est remplie de connards, c'est ce qu'on dit le plus souvent sur Succession, ils sont ultra riches, mais ils sont aussi ultra isolés, en fait. Ils sont dans une bulle, ils ne communiquent qu'entre ultra riches. Et donc, ça fait vraiment des saisons, depuis qu'il y avait eu l'affaire des croisières et Shiv qui essayait d'intimider une des victimes, que ces personnages-là n'interagissent plus du tout avec le monde réel. Et là, c'est la première fois qu'il y a une interaction, mais qui est même plus puissante, plus lourde que n'importe laquelle depuis le début de la série. Et je pense que oui, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'en fait, là, ils sont dans le monde réel. Ils sont plus juste dans des appartements feutrés ou en train de boire des cocktails et de se tirer dans les pattes. Ils sont en train de déterminer l'avenir politique du pays. Et c'est tellement stressant, en fait. Moi, j'étais hyper angoissée pendant tout l'épisode. J'arrêtais pas d'écrire, c'est horrible, c'est horrible. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se pose la question plusieurs fois dans l'épisode, qu'est-ce que Logan aurait fait ? Et honnêtement, je suis pas psy experte de Logan, mais je pense pas qu'il aurait pris cette décision. Pareil. Et ça montre aussi le pouvoir de destruction de l'incompétence et de l'absence de leadership, quoi. Exactement ce que j'ai écrit dans mes notes. J'ai écrit quand l'incompétence devient dangereuse. C'est le truc le plus évident de l'épisode et surtout à travers Roman. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, mais c'est terrifiant. Cet épisode, moi, ça a soulevé une question et on en parlait il y a 2 épisodes déjà où je me demandais si la morale de l'histoire, ça allait pas être justement que ces gens hyper incompétents et grotesque sur plein d'aspects, en fait, allaient très bien s'en sortir parce que la morale de l'histoire, c'est que ils dominent, ils ont du pouvoir, ils ont énormément d'argent. Et là, j'ai l'impression qu'on le voit vraiment dans cet épisode. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une morale dans Succession ? Est-ce que tu penses qu'il y en a déjà une et est-ce que tu penses qu'il va y en avoir une à la fin ? C'est ça, moi je pense qu'il y en a déjà une et c'est ce qu'on vient de dire, c'est à quel point l'incompétence peut devenir dangereuse. Ça, je pense que c'est un des messages les plus évidents de la série. Mais je pense que si on prend vraiment beaucoup de recul ou de hauteur sur la série, à mon avis, la morale, c'est une morale qui nous est directement dirigée en tant que spectateur. C'est le fait qu'on ne peut pas accorder trop d'empathie à ces personnages. Ça a été au débat de toutes les lectures critiques de Succession depuis le début, les gens qui voulaient regarder, les gens qui voulaient pas regarder. Comment est-ce qu'on peut s'intéresser à une famille de personnages aussi odieux ? Et en fait, ce qu'a très bien fait Succession, c'est de créer de l'empathie pour eux, c'est de faire en sorte que, on a une amie, on en a déjà parlé, Laura, qui est Team Kendall, mais vraiment, limite, elle pourrait porter un t-shirt Kendall Roy, sans aucun problème. Nous, on a dit plein de fois à quel point on aimait Tom, à quel point on aimait Shiv. Il y a eu un moment où on adorait Greg. Non, mais même Roman, c'est-à-dire que Roman, il y a plusieurs épisodes de ça, je disais que c'était le plus attachant et puis même le plus moralement surprenant dans la série. Et là, mais on va en reparler, mais c'est une catastrophe, en fait. Et il est
est dégueulasse, il est repoussant. Ouais, c'est ça. Et pour moi, la morale, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, continuer à vouloir choisir une team dans Succession et dire je suis Team Kendall. Enfin, on voit même les hashtags sur Twitter, quoi. Les gens qui disent Team Roman, Team Kendall. J'ai encore vu ce matin quelqu'un qui avait tweeté j'espère que la santé mentale de Roman se porte bien aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment eu quand même un phénomène d'attachement très fort de la part du public. Et à chaque fois qu'on fait ça, Succession nous retire le tapis et nous dit non, enfin, ne vous attachez pas à ces personnages-là. Ils sont absolument dégueulasses. Et c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas avoir des moments de vulnérabilité et des moments d'humanité qui vont les rendre très attachants et très divertissants. Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut absolument pas leur faire confiance. Et là, ouais, clairement, Roman, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je me suis demandé, je crois qu'on en avait déjà parlé pendant les épisodes précédents, on s'était demandé pourquoi ils avaient choisi de le mettre lui précisément face à Kerry quand elle est humiliée dans l'appartement de Logan. On se disait, c'est quand même bizarre que Roman soit celui qui a le plus d'humanité. Et hier, en fait, j'ai tout de suite pensé à cette scène en me disant, cette scène a été là pour ça aussi. Parce qu'on s'est totalement fait avoir. Oui, parce que tous ces épisodes, il était tellement vulnérable et abattu qu'il en est devenu extrêmement attachant par rapport aux deux autres qui étaient beaucoup plus dans le contrôle et dans les manigances, alors que lui subissait vachement. Et on a oublié la cruauté du Roman des débuts, qui ressort la puissance 1000 dans cet épisode, mais en fait, il a toujours été comme ça, c'est juste qu'on a fini par l'oublier. Et ils ont été très très bons, parce qu'en fait, ils ont tout mis sur Roman pour l'humanisation dans la saison 4, et là, c'est le pire personnage de tous. Ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est... mais bon, c'est un peu la leçon aussi de la série, c'est-à-dire qu'on voit à quel point le pouvoir corrompt, et le fait aussi que c'est facile de transformer justement des personnalités qui sont en total désaccord avec nos idéaux dans la vraie vie, de les transformer en monstres. Là, quand on voit la série très clairement, on s'attache à eux et on voit toute leur humanité, mais ça n'enlève rien à leur pouvoir de nuisance. Ça rend tout ça d'autant plus intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent être humains, ils peuvent être vulnérables, ils peuvent avoir des moments qui vont nous faire pleurer, tout en étant des ordures qui vont ruiner littéralement le monde et la planète. Exactement. Est-ce que tu as une scène préférée dans cet épisode ? Oui, c'est la scène où Shiv dit à Tom qu'elle est enceinte. Ouais. Là aussi, c'est pas forcément une morale, mais je pense que c'est un des thèmes les plus présents dans la série, c'est le traumatisme et la manière dont la violence et le traumatisme se transmettent de génération en génération, la manière dont tous les enfants de Logan reproduisent sa cruauté à lui, n'arrivent pas à sortir du cycle de violence. Et là, quand on voit Tom, qui est le souffre-douleur de plein de personnages dans la série, y compris Shiv, penser que c'est une stratégie de sa part de lui dire qu'elle est enceinte, bah c'est exactement ça. C'est comme n'importe quelle victime d'abus, de violence, qui n'arrive plus à faire confiance à quoi que ce soit et à la moindre vulnérabilité en face de lui parce qu'il pense non, c'est une manière de me blesser. C'est encore une stratégie pour me faire du mal. Enfin, ça m'a vraiment bouleversée. C'est quoi, toi, ta scène préférée ? Moi, je pense que c'est la scène où Kendall apprend la trahison de Shiv, où il est à l'extérieur de la pièce et c'est assez intelligent parce qu'on le voit pas, lui, on n'entend pas sa conversation. C'est vraiment vu du point de vue de Shiv qui est en train de paniquer parce qu'elle comprend qu'il va comprendre. Et on le voit aussi aller parler à Greg. Tout ça se passe, c'est des grandes baies vitrées, évidemment, parce qu'on est dans une newsroom. Donc, les décors participent beaucoup au pouvoir de la scène. Et je trouve que, on se répète à chaque fois, mais Sarah Snook est vraiment excellente à ce moment-là parce qu'on lit toute l'anxiété et la panique à se dire, bon, je peux plus rien faire en fait. Là, il est en train de comprendre. Mais elle est piégée, elle est comme dans une cage en fait de verre où elle est en train d'attendre le verdict, mais elle sait qu'elle est foutue. C'est ça. Et l'arrivée de Ken et son sentiment de trahison aussi, j'ai trouvé que tout ça a été très très bien joué et je m'attendais pas à ce que ce soit révélé comme ça et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Tu l'avais un peu prédit la semaine dernière, même si tu pensais qu'il en savait plus à ce moment-là qu'il en savait, mais tu avais prédit que Greg jouerait un rôle très important dans la révélation de la trahison de Shiv. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, ce que je me suis demandé, ceci dit, ce qui est intéressant avec Greg, c'est que dans ce moment-là, il utilise son pouvoir et il démontre qu'il en a. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point c'est jouable sur la durée et à quel point il peut rester dans une position de puissance grâce à ça et s'installer vraiment, ou si c'est juste un coup de maître, mais qu'il va toujours rester un larbin, quoi. Oui, moi je pense qu'il va toujours rester un larbin et c'est ce que je disais déjà la semaine dernière, c'est-à-dire que je me doutais qu'il allait jouer un rôle crucial dans tout ça parce qu'il avait plus d'informations que le reste des personnages et c'est exactement ce qui se produit là, mais il continue d'être méprisé par tout le monde dans la famille. Au début de l'épisode, ils ont Greg
Greg au téléphone et disent non, mais on va pas rester au téléphone avec Greg, on s'en fout. Donc là, il a été très utile à Kendall, mais Kendall n'a aucun respect pour lui et il va pas non plus le récompenser, je pense, de sa fidélité à ce moment-là. C'est juste que, en fait, c'est la suite logique de tout ce que Greg fait depuis le début de la saison, où il a dit à Tom qu'il voulait rester du côté de Kendall et Roman. Shiv le menace, en fait, au début de cet épisode et elle joue mal ses cartes. Oui, très clairement, parce qu'en plus, quand elle le menace, enfin, c'est pas effrayant, on se doute bien, elle lui dit juste, je vais te faire bouffer tes entrailles. Oui, en fait, elle a aucun pouvoir concret sur lui. Il sait qu'elle va pas lui faire bouffer ses entrailles, quoi. C'est ça. Et lui, il lui dit, il est très très bon d'ailleurs, il lui dit, mon silence est d'or, mais à quel point est-ce qu'il est d'or? T'as une proposition ou pas? Et en fait, lui, il a très très bien joué ses cartes et elle, pas du tout. Donc, j'apprécie le fait d'avoir eu raison sur son rôle central. Je pense qu'en plus, il a l'oreille de Matsson. C'est ce qu'on a vu aussi au début de l'épisode. Il peut encore un peu bouffer à tous les râteliers, et c'est ce qu'il fait depuis le début. Mais je pense pas non plus qu'on va finir Succession avec Greg, chef de Waystar Royco. Non, clairement. Je sais pas s'il a l'oreille de Matsson. En fait, je pense que le pouvoir, mais c'est ce que tu disais la semaine dernière, le pouvoir de Greg, c'est que comme tout le monde le sous-estime, il arrive à glaner des informations partout. Et je pense que tout le monde finit par le comprendre là. C'est-à-dire que Matsson l'a compris très vite parce qu'il est malin, et que au final, Kendall le sait aussi, vu qu'il se tourne tout de suite vers Greg pour savoir connaître la vérité. Tout le monde sait quand même que sous ses airs de pas y toucher, il détient beaucoup d'infos, donc je pense qu'ils le garderont toujours un peu comme un espèce de pion à utiliser, sans trop le valoriser, mais en le gardant dans les parages parce qu'il peut être utile, quoi. Moi, j'avoue que le revirement de Ken, qui est plutôt du côté de Shiv depuis le début de l'épisode, et qui à la fin décide d'annoncer Mencken comme président parce qu'il est blessé par la trahison de Shiv, j'ai un peu du mal à y croire. Je le comprends sur le papier, mais j'ai trouvé ça quand même très soudain. Et du coup, cette idée de c'est juste à cause d'une dispute familiale qu'un facho va devenir président, pour moi, ça fonctionne pas vraiment. Ça fait un petit peu trop, justement, revirement de série. Et en fait, Ken est tellement touchant dans tout l'épisode et tellement bon pour montrer à quel point... en tout cas, Jeremy Strong est tellement bon pour montrer l'honnêteté de Kendall, au final, qui comprend comme Shiv le danger que représente Mencken, alors que Roman ne comprend pas du tout le danger qu'il pourrait représenter. Il y a une crise de conscience très claire chez Ken dans l'épisode, et du coup, même en découvrant la trahison de Shiv à la fin, j'ai du mal à avaler quand même un revirement aussi soudain. Je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord, mais en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je l'ai avalé. Parce que, en fait, ce que fait l'épisode très bien, c'est qu'il montre pendant tout le long qu'il est sur un fil où il ne sait pas de quel côté aller. C'est-à-dire qu'il est déchiré entre, d'un côté, ses intérêts personnels et ses autres intérêts personnels. Parce que d'un côté, il y a son intérêt financier et professionnel où il sait que si Mencken est élu, il aura dans la poche, il pourra annuler le deal avec Gojo. Et donc, ça sera beaucoup plus avantageux pour lui. De l'autre côté, il est tiraillé parce qu'il voit très bien l'impact que ça a sur sa fille. Et donc, je pense qu'il veut être un bon père parce qu'il sent qu'il est défaillant et qu'il a envie d'être à la hauteur, mais on sent qu'il est tiraillé pendant tout l'épisode. Et la voix de la raison pendant tout l'épisode avec lui, c'est Shiv. Et c'est elle qui lui dit « t'es un mec bien ». Et ça, il l'entend et c'est ça qui le fait un peu basculer du côté de Jiménez et surtout de ne pas annoncer la victoire de Mencken. Mais on sent quand même qu'il est vraiment tiraillé. Et pour moi, en fait, le fait qu'il découvre à ce moment-là précisément que Shiv l'a trahi, ça décrédibilise tout ce qu'elle vient de dire. Et même, je pense que ça le fait passer pour un con. C'est-à-dire, il se sent bête et il se sent vulnérable à ce moment-là. Et vu son histoire à lui, même avec son père, les manipulations qu'il a vécues ou des choses comme ça, je peux totalement concevoir qu'il ait une réaction épidermique et un peu violente de se dire je vous emmerde, en fait... on va pas me prendre pour un gros naze et je vais aller jusqu'au bout du truc et je vais penser à mes intérêts en premier, quoi. Et que ce soit un truc émotionnel, parce que pour moi, en fait, il a du mal de toute façon à se départir de ses émotions dans ses prises de décision en général. Donc, être trahi par sa propre sœur dans un moment pareil, alors même que c'est elle qui vient de le convaincre et qu'il était hésitant, pour moi, ça explique quand même pas mal sa décision. Tu le défends très bien.
J'ai regardé l'épisode 2 fois et je trouve que c'est un moment qui marche pas trop pour moi. Aussi parce que sa réaction épidermique au début, quand Roman veut annoncer Mencken, et lui et Shiv, en fait, à l'unisson, disent non, attends 2 secondes, alors qu'il était quand même en train d'hésiter. Mais son instinct immédiat, c'est de dire non, c'est une connerie. Et du coup, j'ai du mal à croire au basculement après, mais je comprends très bien ce que t'expliques. Ouais, puis enfin, pour moi, il y a aussi une évolution dans l'épisode, c'est-à-dire que ils acceptent, par exemple, le moment de bascule, c'est quand ils acceptent de dire que le Wisconsin a été gagné, mais qu'ils mettent pending, en attendant. Au final, il n'y a pas marqué pending sur l'écran, mais c'est comme ça qu'il se réconcilie un peu avec son hésitation. Et une fois qu'il a franchi cette étape, il est un peu coincé. Et donc, devoir faire une marche arrière, ça demande quand même un effort assez considérable. Je pense qu'il est prêt à faire cet effort quand il est convaincu par Shiv et quand c'est aligné avec sa morale, mais dès qu'il est trahi, il choisit aussi la facilité sur le moment et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le regretter après, pour moi. Je pense qu'il le regrette même immédiatement. En fait, il se voile un peu la face à la fin, mais moi, je pense quand même qu'il se sent très, très mal d'avoir fait ça. Ouais. Je pense aussi que la raison pour laquelle ça fonctionne pas hyper bien sur moi, c'est parce qu'il y a eu tellement de trahisons depuis le début de la série, et je pense que c'est aussi parce que je suis en train de faire un revisionnage, et là je suis en train de voir la saison 3 où ils se détestent vraiment tous, enfin ils se parlent plus du tout. Oui, puis il a publié la lettre et tout ça. Voilà. Du coup, cette trahison-là de Shiv qui a l'oreille de Matsson et qui essaye d'aller à l'encontre de la volonté de ses frères, avec l'accumulation, elle me paraît pas si grave que ça. Et donc, au moment où Ken l'apprend, je comprends vraiment tout ce que tu dis. Mais moi, du coup, je me suis dit, une de plus, une de moins. Enfin, franchement, vous luttez tous. Lui-même, Kendall, a lutté contre les intérêts de son frère et de sa sœur depuis le début de la saison. Oui, mais il y a un truc où on est dans un autre moment quand même que dans les trahisons précédentes où ils sont censés être dans une entente. Ouais. Ils sont censés être dans un accord et il y avait un côté un petit peu bisounours entre eux, même s'ils étaient prêts à se poignarder dans le dos. Et je pense qu'il se sent aussi bête, quoi, parce qu'il n'a pas vu le truc venir et elle lui ment éhontément quand même. Là, elle prétend avoir été dans un appel avec Jiménez alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Fuck off. 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 C'est parti pour notre grand classement des personnages de Succession, qui a un stock en hausse, qui a un stock en baisse, qui a des infos explosives qu'il préserve comme du bon vin, qui peut faire changer une élection. La semaine dernière, Tom et Shiv se déchiraient, cette semaine aussi. C'est clair. Et Matsson montrait de gros signes de faiblesse. Qu'en est-il cette semaine ? On va commencer par les losers. Anaïs, qui est ton avant-dernier loser cette semaine ? C'est la démocratie. Ah, moi, c'était mon plus gros loser. Je pense qu'il y a un encore plus gros loser que la démocratie dans cette semaine. Mais oui, clairement. J'hésitais entre la démocratie et l'écran tactile. Moi, j'ai pensé à la démocratie ou au journalisme. Parce que aussi, là, ça en prend un sacré coup de se rendre compte à quel point c'est pas des journalistes, quoi. C'est qui, toi, ton numéro 2, du coup ? Mon numéro 2, c'est Dar ou Darwin. C'est Darwin, je crois, c'est ça. Enfin, Dar. Oui, moi, du coup, dans ma tête, je l'ai renommé Daradal, mais je sais que c'est pas son nom, mais comme tout le monde l'appelait Dar. C'est l'expert Kant, en fait, de ATN. Donc, c'est celui qui est censé valider les chiffres avant qu'ils soient publiés et diffusés à l'échelle nationale. Et Dar, c'est pas sa semaine, c'est pas sa soirée. Il se fait doubler et il se fait dominer par les Roy. Il a aucun pouvoir, très clairement. Et en plus, il essaie un peu de combattre le moment du Wisconsin, par exemple. Il est en mode non, il faut pas faire ça, mais il accepte un compromis très très vite. Et au moment de l'annonce, on voit à quel point il est abattu. En même temps, j'ai envie de dire, travaille pas pour Etienne, quoi. Enfin, parce qu'à chaque fois, me disais, il y a de la sympathie pour ce pauvre mec pendant l'épisode, mais en même temps, quand j'imagine un mec pareil travailler pour Fox News, j'ai pas de sympathie. Tu travailles pour une organisation qui est pourrie, deal with it, quoi. Surtout que le moment de bascule pour lui, c'est quand Roman lui dit tu vas passer à la télé. Il lui dit on va mettre une caméra sur toi et tu pourras expliquer. Et on voit que c'est ça qui le fait changer d'avis, c'est qu'il se dit ah ok, je vais pouvoir expliquer et avoir mon moment de gloire. Donc il y a quand même un côté très moche dans son revirement, mais c'est vrai que c'est un gros loser, surtout que t'as pas dit qu'il a du wasabi dans les yeux. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est quand même vraiment la loose. Du wasabi et ensuite du Lacroix, de l'eau pétillante au citron que lui donne Greg pour se rincer les yeux. Qui n'est que très légèrement citronné, dit Greg pour expliquer que bon, ça va, c'est pas si grave. Voilà, donc pour moi, vraiment, c'est pas sa soirée. Et je pense qu'il va en subir les conséquences parce que sa réputation est ruinée pour toujours. C'est-à-dire que quand t'as un expert quantitatif qui valide une élection qui devrait pas être validée, c'est quand même un problème, quoi. Ouais.
Toi, c'est qui ton plus gros loser, du coup? Mon plus gros loser, c'est Shiv. Je me suis retenue depuis plusieurs semaines de la mettre dans les losers parce que je savais que toi, en plus, t'étais toujours là pour la défendre. Et là, déjà, c'est celle de la famille qui, depuis le début, a le plus été attachée quand même à la notion de démocratie, qui s'y connaît un petit peu plus en politique que ses frères et que le reste de sa famille. Et j'ai revu très récemment l'épisode où Mencken est adoubée par la famille et elle a vraiment une réaction épidermique. Elle ne veut pas être à côté de lui. Elle prend quand même la photo, mais elle veut pas être à côté de lui sur la photo. Elle prend la photo, mais parce que Logan lui fait un chantage affectif extrêmement violent. En gros, il lui fait comprendre qu'elle sera éjectée de la famille si elle ne fait pas cette photo. Mais elle a un visage absolument écœuré quand elle le fait. Et donc là, voir cet épisode juste après, ça m'a fait vraiment de la peine parce que quand on sait qu'elle a commencé justement comme conseillère politique pour le candidat de gauche et qu'elle finit dans cette position-là, ça doit quand même lui faire beaucoup plus mal au cul que les autres personnages de la série de voir Mencken élu. Et en plus, Tom lui dit qu'elle a tué son père. Juste après qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte de lui. Donc franchement, niveau soirée de merde, je pense qu'on peut pas faire mieux. J'avoue que j'ai failli la mettre aussi en bas du classement, mais le seul truc pour moi qui rattrapait ce manque de pouvoir, donc, cette soirée de merde, c'est qu'à la fin, elle est en train de rassembler ses troupes, quoi. Elle est en mode attaque quand elle appelle Matsson à la toute fin. Oui, c'est clair. Mais moi, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'elle puisse faire quoi que ce soit, en fait. Surtout, je pense pas que Matsson ait l'air si motivé que ça pour faire un truc avec elle. Mais c'est bon. Ça, moi je l'ai toujours dit, Matsson, il s'en fout, en fait. Qu'il ait le deal, qu'il ait pas le deal, il a pas d'enjeu. Il est riche, il s'en tape, quoi. Il a l'air d'avoir des enjeux quand même par rapport à ses Ebba, déboires. Et ses briques de sang congelées et compagnie. Mais oui, il a pas l'air aussi paniqué, en tout cas, que le reste des personnages. Ouais. Et puis les Suédois aussi. Donc franchement, l'élection de Mencken, il en a rien à foutre. Hein. Surtout qu'il a tweeté sur l'Holocauste il y a 2 semaines. Donc à mon avis, il est assez en accord avec Mencken. Quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Il est plus en mode, mais c'est un peu dingue quand même. Vous êtes vraiment pas très au point niveau démocratie, mais il a pas l'air terrifié. Hey, get out of jail free card. Another one. On passe au top 2, ceux qui sont au top du game. En seconde position, qui tu choisis pour ton top 2, Marie ? C'est Roman. C'est la première fois qu'on le met dans les winners cette saison, je pense. Parce qu'il a eu vraiment une saison compliquée. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a été montré comme très, très vulnérable et abattu et touché par la mort de son père. Et là, d'un coup, en fait, il est complètement fou, il est détestable et dégueulasse, il a des idées de merde et tout ça, mais il n'en démord pas. Et surtout, il gagne. C'est-à-dire qu'il pousse son agenda et il arrive à faire élire Mencken, à se le mettre encore plus dans la poche parce qu'ils avaient déjà une très bonne relation, Mencken et lui. C'est lui qui gagne, en fait. Il a le mec qui voulait élire qui est élu et il a gagné pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps un bras de fer de pouvoir entre lui et ses frères et sœurs. Non, tu as totalement raison. Je pense que je voulais pas l'inclure dans mon classement parce que c'est tellement violent de voir ce personnage tomber aussi bas en fait sur l'échelle de la morale. Mais oui, c'est un coup de maître de la part des scénaristes de Succession d'avoir réussi à autant nous faire changer d'avis sur lui parce que c'est le pire au début de la saison 1. Oui, c'est celui qui fait le coup de la montre avec la famille au match de... C'est le plus cruel. On sent qu'il aime l'humiliation et qu'il est totalement déconnecté de tous les enjeux réels en fait du monde qui l'entoure. Et là, c'est exactement ce qui ressort dans cet épisode de manière extrêmement violente. Et puis, les parallèles avec Trump et les supporters de Trump sont évidents. Il dit que l'Amérique n'est plus qu'une énorme chatte qui demande qu'à être baisée. Quand il y a justement des violences de la part des supporters de Mencken, il dit que c'est des antifas. Il y a vraiment toute une bataille rhétorique dans la manière dont il s'exprime dans cet épisode qui est assez frappante parce qu'en plus, elle est bête. Il n'arrête pas de dire false flag à chaque fois qu'il est en désaccord avec Shiv. Et ça rappelle un peu tous les mots-clés comme ça qui sont utilisés par certains supporters de l'extrême droite qui vont les brandir à chaque fois qu'on les met en porte-à-faux ou qu'on les contredit. Mais c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de ta surprise sur le revirement de Kendall. Et moi, Roman, en même temps, c'est pas surprenant vu sa personnalité depuis le début. Mais ce qui est surprenant, c'est sa passion politique dans cet épisode et à quel point il est... investi dans l'élection de ce mec, alors qu'on n'a jamais senti, par exemple, que c'était le plus investi dans le conflit avec Gojo. Donc, on n'a pas l'impression que c'est ça qui le pousse. Il utilise plus ça comme un argument pour convaincre Kendall qu'autre chose. Donc, on a l'impression qu'idéologiquement, en fait, il est vraiment convaincu par Mencken. Je pense aussi que
ça le valorise parce qu'il sait qu'il a une relation privilégiée avec lui. Mais il y a quand même quelque chose de surprenant parce qu'on n'a pas établi, par exemple, le false flag ou des choses comme ça. On l'a jamais entendu parler comme ça jusqu'à maintenant. C'est pas le genre de mec qui est en train de parler de théorie du complot ou de choses comme ça pendant les épisodes, contrairement à Connor, par exemple. Ouais. Et donc, c'est un petit peu surprenant de voir une telle passion politique quand même émerger soudainement au moment le plus crucial. Moi, pour le coup, Roman, j'arrive très bien à comprendre psychologiquement son revirement, déjà parce que Jerry n'est plus là. Et en fait, c'est Jerry qui l'apaise et qui le retient et qui le canalise depuis très longtemps dans Succession. Et on sent qu'il a été, dans l'épisode précédent, extrêmement heurté par sa rupture avec Jerry, même si c'est lui qui l'a viré, mais il regrette. Et en fait, il a plus la présence maternelle, affectueuse, rassurante qu'il avait depuis très, très, très longtemps. Et à mon avis, le moment le plus crucial dans l'épisode, c'est quand il est en train de se disputer avec Kendall, justement d'argumenter sur Mencken. Et déjà, il explique qu'il a toujours eu du ressentiment envers Kendall, puisque c'était toujours lui le fils préféré, en gros. Et surtout, il dit « plus rien n'a de sens, plus rien ne compte, plus rien n'a de valeur, parce que notre père est mort ». Donc en fait, on s'en fout, quoi. Et en plus, il se raccroche tellement à la rhétorique un peu guerrière, martiale de Logan, qui disait, voilà, il faut que tu sois un tueur, il faut toujours écraser tout le monde, que là, on sent que c'est juste un petit garçon. C'est un peu un agent du chaos, en fait. Il n'a même pas de directive idéologique plus que ça, c'est vraiment, il a envie de foutre la merde, quoi. Exactement. Et là, en fait, pour lui, je pense que c'est moins l'idéologie fasciste de Mencken que l'intérêt économique par rapport à Gojo et par rapport au fait qu'il s'est donné cette direction et qu'il veut poursuivre un petit peu la direction qu'il s'est donnée suite à la mort de son père. Et on sent que tout ça a créé une espèce de tempête chaotique, comme tu le dis, qui fait que pour lui, en fait, tout ça n'a plus aucune importance. Le seul truc important, c'est de gagner et c'est de ne surtout pas se montrer vulnérable. Et donc ça, j'arrive très bien à le comprendre, mais c'est vrai que c'est extrêmement violent à voir, en fait, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, ou en tout cas pas avec une telle force. C'est qui ton deuxième plus puissant ? J'ai mis Mencken, en fait. Enfin, oui, c'est vrai. C'est le président des États-Unis. Enfin, c'est le président selon ATN. Mais clairement, il finit l'épisode au sommet, même si, comme ce qu'on aimait dire sur Trump en 2016, il n'envisage pas trop de gagner, il envisage surtout de perdre et de redorer un peu son blason suite à sa défaite. Et à la fin, il gagne. Ou en tout cas, il est annoncé vainqueur. Donc, il est en très, très bonne position. Et ton numéro 1, Marie, c'est qui ? C'est les Roy, c'est l'influence des Roy sur la politique américaine et sur la vie publique et sur juste même le quotidien des gens. Du coup, moi, j'ai mis le fascisme. Ah oui. En numéro 1. Aussi. Je crois que là, vraiment, j'hésitais entre le fascisme, Roman, Tom un petit peu, mais c'était plus au début de l'épisode quand il tient tête à Shiv où je me disais, waouh, je suis assez impressionnée qu'il tienne tête à ce point. Mencken et Greg, qui s'en sort bien, mais je pense que là, vraiment, ça m'a traumatisée cet épisode. Ça m'a tellement rappelé les élections atroces qu'on se tape depuis plusieurs années aux États-Unis, mais pas que. Je me suis dit, le fascisme, c'est un bon vainqueur, malheureusement. Ouais. Surtout quand on voit Roman, quand Roman dit, je sais pas, les coupables, c'est les coupables habituels. Généralement, c'est les Noirs ou les Juifs, quoi. C'est d'une violence et pour le coup, là, il n'y a personne qui rit autour de lui, quoi. On sent vraiment le silence et l'espèce de... Prise de conscience. De prise de conscience, voilà. On s'est bien amusé, en fait, à les voir parler de néo-nazis, etc. pendant des saisons entières. Mais là, c'est réel et c'est plus du tout drôle. And Sandy's the angriest fucking vegetable. C'est quoi ta meilleure réplique ? C'est pas une réplique, c'est un slogan de campagne. Je pense que c'est le slogan de campagne de Connor. Connor Roy, enough already. Donc, Connor Roy, ça suffit maintenant. C'est très, très bien. Et toi ? Pas mal. C'est Kendall qui est dans cette dispute avec Roman sur est-ce qu'on déclare Mencken ou pas, lui dit, donc parce qu'on a mangé beaucoup de poulet quand t'étais enfant, je dois aimer les fascistes maintenant. C'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que la logique de Roman n'a aucun sens à ce moment-là, en fait. Et Ken, pour le coup, trouve vraiment la bonne chose à lui dire. J'ai trouvé ça très, très bien. J'aime bien aussi Connor, encore une fois, qui dit il se trouve que je suis un milliardaire, désolé. Et c'est dans son discours de concession à la télé, c'est vraiment génial. J'ai adoré aussi le dialogue entre Shiv et Roman au début, quand on était innocents, sur les emojis en fait qu'ils reçoivent. Chacun reçoit des emojis de l'équipe de Mencken et de l'équipe de Jiménez.
Et Shiv décrit qu'elle a reçu 4 smileys, tandis que Roman dit qu'il a reçu 2 aubergines. Et Roman lui répond « 4 smileys, c'est symptomatique de la complaisance de sa campagne déconnectée de la réalité » en parlant de Jiménez, et ça m'a fait beaucoup rire quand même, c'était pas mal. Il y a aussi la réplique de Tom qui, à mon avis, restera dans les annales de Succession parce que ça décrit tellement bien la série. C'est quand il dit « L'information, c'est comme du bon vin. Tu la ranges au frais, tu la conserves précieusement et ensuite, tu l'éclates à la tronche de quelqu'un. » You're my boy. You're my number one boy. C'est qui ton MVP ? Mon MVP, c'est la voûte plantaire de Tom. Il dit, on lui fait remarquer qu'il porte des chaussures pas très confortables pour une nuit qui va être très très longue. Et il dit, je suis très à l'aise, j'ai des très bonnes voûtes plantaires, on me l'a déjà fait remarquer. C'est qui ton MVP ? Moi, MVP, c'est encore une fois la musique. Je suis pas très originale, mais en fait, Nicolas Britell fait de l'excellent travail depuis le début sur Succession. Et là, le thème, qui est toujours un petit peu retravaillé selon les épisodes, peut-être que c'est moi aussi, mais j'ai beaucoup plus entendu la trompette, en fait. Et le côté si, à la fin, surtout le thème à la fin, il y avait beaucoup plus de trompette que d'habitude. Enfin, voilà. En tout cas, de cuivre. Et donc, il y a une connotation forcément très patriotique qui rappelle énormément la musique de l'hymne américain, la musique de The West Wing. Enfin, il y a quelque chose de très martial aussi. C'est marrant, moi, ça m'a plus fait penser limite aux marches funéraires de la Nouvelle-Orléans, tu sais. Ouais. Les cuivres, à la fin, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça aussi. Ah ouais, pour moi, c'était vraiment tout de suite l'idée du pays, en fait, de la démocratie et du patriotisme qui a été totalement perverti dans l'épisode. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, bravo Nicolas Britell qui n'arrête pas de faire du travail excellent sur cette série. La semaine prochaine, c'est enfin les funérailles de Logan. On le sait parce que Kendall, à la fin, dit à Rava à demain aux funérailles. Alors que la fratrie n'a jamais été aussi divisée quand même et qu'elle se livre à une guerre ouverte. T'as des prédictions ? Honnêtement, pas du tout. Il va y avoir le discours de Roman quand même. Oh là là, c'est vrai. Et il va y avoir le retour de la mère des 3 enfants. Ça va être génial, ça. Et du frère de Logan. Je l'adore. Qui n'utilise que des mots à 8 syllabes. Jamais moins. En tout cas, ce serait une occasion manquée si... Oui, non, mais c'est sûr, il va y avoir plein d'anciens qui reviennent, c'est sûr. Il y aura sans doute Kerry dans un coin quelque part. Il y aura sans doute Jerry, parce que là, l'absence de Jerry se fait vraiment ressentir dans cet épisode. On la voit vite fait en train de regarder les résultats avec les autres comptes de l'entreprise. Mais oui, non, honnêtement, j'ai vraiment du mal à prédire, en tout cas, les dynamiques, puisque là, tout a été complètement remis en question par la fin de cet épisode 8. En fait, à chaque fois, je m'imagine, je pense à la scène de l'enterrement de Laura Palmer dans Twin Peaks, où Leland se jette sur le cercueil, qui ensuite n'arrête pas de remonter et de redescendre. J'espère qu'il y aura un truc comme ça, en fait. Ce serait assez marrant. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, mais je trouvais que c'était quand même important de noter l'utilisation de Jess à la fin de l'épisode, qui va voir Greg juste avant qu'il livre le message pour dire qu'il faut annoncer Mencken comme vainqueur de l'élection. C'est pas du tout anodin qu'il l'ait choisi elle, et c'est très intelligent qu'il l'ait choisi elle, puisque elle est métisse. On sait qu'elle va sans doute être beaucoup plus prise pour cible par une administration Mencken que la majorité des personnages de Succession qui sont blancs. Et surtout, on la voit tolérer les pires conneries et les pires humiliations et les pires revirements de Kendall depuis le début de la série. Elle n'a jamais bronché. Parfois, elle lève un petit peu les yeux au ciel, mais à peine. Et là, par contre, c'est la goutte de trop. C'est la première fois qu'on la voit vraiment avoir une hésitation profonde envers Greg. Elle lui dit même « Mec, t'es sérieux ? Enfin, tu veux pas attendre un petit peu avant de livrer la nouvelle, etc. » Et j'ai trouvé que c'était très, très bien d'utiliser Jess dans ce moment-là. Et Greg qui répond que de toute façon la nouvelle va être livrée dans tous les cas, donc ce qui est un peu l'argument de tous les gens qui commettent des crimes horribles, voilà. Exactement, au nom d'un pouvoir, donc voilà. C'était PIC TV, spécial Succession. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9, l'avant-dernier épisode de Tout Succession. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison de la série avec nous.
et à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Qui sont vos winners? Qui sont vos losers? Quelles sont vos prédictions? On veut tout savoir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait découvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Celui qui vient de sortir là, c'est sur Midsommar, et le prochain, ce vendredi, ce sera sur La Garçonnière de Billy Wilder. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.